Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – La Révolution mexicaine. 1. La situation de l'art sous le porphyrisme. Conditions idéologiques et socio-économiques. Si, au cours du XIXe siècle, l'influence saxonne dans la vie américaine est sensible, il n'en reste pas moins que l'effort des Mexicains pour acquérir une culture scientifique, artistique, philosophique et littéraire est placé sous le signe de la France. C'est sous le Porphyria que l'on enregistre la plus grande poussée de cette influence spirituelle. Dans les classes cultivées qui s'habillaient à la mode de Paris, copiaient ses bonnes et mauvaises manières, les savants et les riches qui ne l'étaient pas construisaient au sommet de leur nouvelle maison une mansarde bien qu'au Mexique il ne neige jamais. La connaissance de la langue française était la condition sine qua non pour être considéré comme une personne cultivée. La saturation de l'atmosphère mexicaine par les idées françaises qui allaient jusqu'à empêcher la vision des réalités vernaculaires va provoquer une forte réaction dans laquelle s'exprimera la non-conformité mexicaine devant la domination de la culture européenne. On a coutume d'appeler Porphyria les 33 années de règne autoritaire du général Porfirio Díaz, 1828 à 1915. Au pouvoir dès 1877, le dictateur se fera réélire 3 fois jusqu'en 1910. Le nom de Porfirio Díaz traduit une façon de gouverner, le porphyrisme, ceci pour des raisons politiques, personnalisation du régime, mais aussi pour un ensemble de caractéristiques économiques, sociales, philosophiques et culturelles qui ont pour toile de fond la devise positiviste, ordre et progrès. Le Porphyria annonce l'histoire du Mexique moderne. Période complexe, il va conduire le pays à un développement économique que les guerres civiles et les invasions étrangères avaient empêché jusque dans la seconde moitié du siècle. De l'insurrection d'Hidalgo en 1810 à l'arrivée de Porfirio Díaz en 1877, le Mexique est plongé dans une profonde léthargie économique résultant des destructions dues à la guerre, de l'instabilité politique, presque 5 ans gouvernement en 50 ans indépendance, et de 2 guerres avec la France et les États-Unis. Mais cette paix porphyrienne, imposée au prix d'une énorme répression et d'une corruption généralisée, est secouée dès le début du XXe siècle par les soubresauts d'une contestation qui rassemble les paysans, les ouvriers et les jeunes intellectuels issus de la bourgeoisie, celle-là même qui soutenait l'édifice sur lequel s'appuyait le régime. L'opposition triomphante renverse le dictateur en 1910, et le pays entre dans une longue et douloureuse révolution. Une des caractéristiques les plus significatives de ce régime est le renforcement de la bourgeoisie surgie, avec la République restaurée, 1867 à 1876, qui devient la classe dominante du Porphyria et le soutien du porphyrisme. Elle est inséparable de l'avènement de la doctrine positiviste, au service de laquelle elle se consacre. La montée de la bourgeoisie est l'axe de l'histoire nationale mexicaine. Dans le but de contenter celle-ci, le gouvernement de Díaz va fomenter le développement d'une bureaucratie parasitaire qui s'amplifie au cours des années. L'ambition de Díaz est de faire du Mexique un pays moderne. Ses objectifs se traduisent par une politique d'ouverture au capital étranger, clé de voûte du premier miracle économique mexicain. Ces investissements sont en majorité effectués dans les mines, les textiles et les voies ferrées. Parallèlement aux idées politiques françaises, qui ont commencé à intéresser le Mexique à travers le positivisme d'Auguste Comte, va croître un intérêt pour l'ensemble de la culture française. Le rejet de tout ce qui est autochtone se généralise dans la bourgeoisie aveuglée par la France. L'influence française contamine tout. La mode, l'architecture, la littérature et l'art pictural, avec l'adoption des courants symbolistes, impressionnistes et une affection toute particulière pour l'art nouveau. En ce qui concerne les arts plastiques, le gouvernement souhaitait qu'ils soient à la mesure de ses ambitions politiques et économiques. À ce propos, Raquel Tibol écrit « Le gouvernement appliquera à la production artistique un critère identique à celui qu'il avait appliqué à la production industrielle. Si pour celle-ci on avait fait venir de l'étranger des ingénieurs, des gérants et des contremaîtres et qu'on avait importé des machines et des outils, pour la seconde on engagera des artistes et on importera les matériaux de création. » Les formes d'expression picturale, sous les auspices du gouvernement se rejoignent au sein du courant académique, fidèle à la tradition, à laquelle n'échappe pas le paysagiste José María Velasco, 1840 à 1912,
personnellement protégé par Porfirio Díaz. La production plastique du porphyria offre cependant une autre alternative sous la forme du courant populaire, où se manifestent de nouvelles formes d'expression motivées par le désir des artistes de retrouver leurs propres racines et d'un courant représentant l'opposition politique par le biais de la gravure. On pense à José Guadalupe Posada. Dès la fin du siècle, s'instaure un débat entre les tenants du pouvoir et les contestataires sur l'authenticité des sources d'inspiration, la nature des racines, du réalisme dans la peinture, mais la conscience nationale qui en est à la base reste encore embryonnaire. Une fraction de la bourgeoisie éclairée, réunie autour des revues Revista Azul et Revista Moderna, accompagne cette timide renaissance en lui apportant un crédit nouveau et en augurant de nouvelles approches plastiques qui apparaissent au XXe siècle avec la peinture murale. Jusque dans les premières années du XXe siècle, la production artistique, surtout la peinture, est limitée à un public restreint. Elle n'a ni l'envergure ni le prestige que voudrait lui attribuer le régime, réduite à une chapelle d'initiés qui, en voyageant, ont acquis une culture internationale, lisent et sont au fait de ce qui se passe ailleurs. Elle n'a pas de diffusion populaire, et la circulation des œuvres reste quasiment un fait d'ordre privé. Cette production est encore modeste et s'effectue directement entre artistes et acheteurs, sans intermédiaire. Si l'embryon de classe moyenne commence à devenir une clientèle dont il faut tenir compte, lorsque l'on considère la demande d'œuvres traditionnelles à des prix modérés, paysages locaux, scènes intimistes médiocres, elle se profile sans aucun doute comme une classe potentielle du marché de l'art des années à venir. Des transformations culturelles influencées par la politique de Porfirio Díaz. L'afrancesamiento. Imitation de la culture française ou anglaise comme moyen de survie, accès à la civilisation, croyance cristallisée dans la copie à outrance comme recours pour connaître et assimiler l'époque moderne. Foi dans l'ornementation comme signe de civilisation et de culture. Carlos Monsiváis, Nota sobre la cultura en Mexico, Mexico 1976. Tels sont les traits notoires de la culture porphyrienne. Dans les dernières années du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'afrancesamiento d'une frange minoritaire et privilégiée de la population atteint d'un tel degré de mimétisme qu'il est possible de parler de belle époque au Mexique et tout particulièrement à Mexico. Le Mexique, 4 fois plus grand que la France, est peu urbanisé, aux 3/4 illettré. L'européanisation est un phénomène exclusivement urbain qui va être d'autant plus surprenant et remarquable qu'elle est réduite à un petit groupe et centralisée géographiquement. Hormis la capitale et les quelques centres commerciaux de province, les campagnes restent en marge des influences européennes, à part quelques grands propriétaires d'hacienda qui vivent luxueusement parmi des meubles, tissus, bijoux et costumes importés de France, lorsqu'ils n'habitent pas la capitale mexicaine ou une grande ville européenne à longueur d'année. Le pôle d'attraction de l'afrancesamiento est à Mexico. Une grosse bourgade que l'empereur Maximilien, envoyé par Napoléon III qui désire mettre en place une présence française sur le continent américain, a doté d'un palais, le château de Chapultepec, où il réside, et d'une avenue triomphale, El Paseo de la Reforma, axe spacieux et bordé d'arbres qui relie la résidence de l'empereur à l'ancien centre colonial de la ville. En dehors de ces 2 zones maîtresses, qui donnent à la ville sa vraie dimension citadine, quelques quartiers d'habitation sont dispersés sans grâce. La population de Mexico n'est pas élevée, mais elle s'accroît. Elle compte 225 000 habitants en 1869 et 471 000 en 1900. C'est une capitale qui n'est pas à l'image des ambitions du régime, et qui a besoin d'être modernisée. Le gouvernement de Díaz va donc entreprendre un vaste plan de rénovation et d'embellissement de 1880 à 1906. Le plan donne à Mexico une physionomie nouvelle, une sorte de vitrine de la croissance économique, du bon goût et de la modernité. Díaz s'emploie à ce qu'elle représente un Mexique progressiste et intégré à la culture occidentale. Dans ce but, le Mexique participe pour la première fois aux grandes expositions internationales de 1889 et de 1900. Ces événements, comme l'inauguration du pont Alexandre III à Paris, sont ainsi à la une des journaux mexicains. Les transformations de structures, telles que l'éclairage public, le téléphone, la construction de trottoirs, le transport urbain par train électrique, l'assainissement, le pavage des rues anciennes,
le percement de nouvelles voies et dès le début du siècle, l'arrivée des premières automobiles s'accompagne d'une véritable frénésie de construction publique et privée. La grande activité architecturale du Porphyria se manifeste aussi bien dans l'architecture privée que dans l'architecture publique. Dans les premières années du XXe siècle, la bourgeoisie enrichie de la capitale se fait construire de luxueuses maisons le long du Paseo de la Reforma et dans les nouveaux quartiers élégants et cosmopolites de Roma et de Juarez. Cette architecture est le reflet des modèles français ou est inspirée par l'Art nouveau, notamment en ce qui concerne les détails décoratifs extérieurs, bas-reliefs, moulures. Célèbre exemple de la Casa Requena construite en 1909, rue Veracruz, Colonia Roma, Mexico. Le gouvernement fait appel à des architectes étrangers qui importent de multiples styles. Cet éclectisme se perpétue dans la construction jusque dans les années 1930, où une certaine unité s'accomplit avec l'introduction de l'esthétique moderniste. L'architecte Obregón Santacilia, initiateur du changement architectural, commente cette époque. À son apogée, le porphyrisme avait besoin de se perpétuer dans une architecture somptueuse et au goût de l'époque qui n'était rien d'autre que la culmination du snobisme. Le gouvernement avait peu confiance en ces rares architectes et, comme au siècle précédent, au cours du Premier et du Second Empire, il redevient à la mode de faire venir des architectes d'Europe. Somolinos Peruán, La Belle Époque en Mexico, Mexico 1971. Un des exemples les plus révélateurs de cette architecture européanisante est le Teatro Nacional, aujourd'hui Palais des Beaux-Arts qui se voulait une réplique de l'Opéra de Paris. Sa construction a commencé en 1904 sous la direction de l'architecte italien Adamo Boari. Projet ambitieux et démesuré, il est interrompu par la Révolution de 1910 pour des raisons financières mais aussi techniques. Les fondations ne résistent pas au poids de l'édifice qui s'enfonce. La construction ne sera reprise qu'en 1932 sous la direction de l'architecte mexicain Federico F. Mariscal. Tous les détails de la construction sont confiés à des étrangers, les fondations à des Américains, les sculptures à des Italiens. Le marbre dans lequel seront taillées les statues est importé de Carrare. Les nouvelles préoccupations de la bourgeoisie francisée sont partagées entre l'habillement, la mode qui vient tout droit de Paris y est au premier rang, et les nouveaux loisirs, théâtre, club, cinéma, bal. La diffusion cinématographique commencera à partir de 1897. C'est dans une maison particulière qu'aura lieu la première projection. Le goût musical des Mexicains était très développé, mais c'est surtout la musique populaire qu'ils affectionnent. L'opéra est réservé à l'ancienne aristocratie. Les clubs privés accueillent la nouvelle bourgeoisie mexicaine et les colonies françaises, italiennes, américaines créent leurs propres clubs où auront lieu de grands bals et des fêtes fastueuses. Les Mexicains du Porphyria célébreront avec autant d'enthousiasme le 16 septembre, fête de l'indépendance, et le 14 juillet. La littérature n'échappe pas à l'afrancesamiento et les modernistes, tels que les poètes Juan José Tablada, Salvador Díaz Mirón finissent par s'incorporer à la culture officielle. Les journaux seront remplis de publicités pour les produits français. Peinture de chevalet et art mural. Le dernier quart du XIXe siècle et la première décennie du XXe siècle ont un caractère particulier. Cette particularité réside dans le fait que l'art académique est à son apogée, dans ce que le dernier romanticisme ouvre en partie de nouvelles voies à l'art, au lieu de les lui fermer, et qu'une nouvelle conscience et de nouvelles expressions entrent dans ce que l'on a appelé le modernisme. Dans l'ensemble, c'est la mort d'une époque et la naissance d'une autre qui à son tour annonce l'art du XXe siècle. Justino Fernández, Arte Moderno y Contemporáneo de Mexico édit. UNAM, Mexico 1952. C'est à partir de la réorganisation de l'Académie des Beaux-Arts en 1843 que l'État va instaurer comme principe immuable et bénéfique les contacts et les échanges constants et profonds avec l'art européen, principalement italien, français et espagnol. Parallèlement au courant académique dominant, ou, dans la tradition de la copie d'après nature et de l'idéalisme classicisant, sont réalisées des copies de l'Antiquité, des scènes bibliques, des portraits de l'aristocratie, des portraits de héros nationaux, des scènes historiques, qui peuvent même être celles de l'histoire de France comme la mort de Marat de Santiago Rebull, va se développer un art de portrait et de nature morte. Cette peinture répond aux attentes de la nouvelle bourgeoisie.
le courant académique répondant à celle des nobles sentiments de l'aristocratie. Si l'école du paysage tient une place importante, les copies des œuvres grecques, les idéalisations de la conquête et de l'époque préhispanique et les portraits forment l'essentiel de la production artistique. Les commandes publiques s'intensifient à la fin du siècle, à un moment où le régime de Díaz a été renforcé et où celui-ci exerce le pouvoir absolu. Le peintre catalan, Antonio Fabrés, dernier directeur étranger de l'Académie avant la Révolution, 1903 à 1906, avait pour devise idéale et combien explicite : en peinture, littérature pour le fond et photographie pour la forme. Plusieurs peintres prennent la direction de l'Académie des Beaux-Arts. Ils reproduisent une peinture académico-indigéniste où les thèmes relatant les relations entre Espagnols et Indiens sont traités de manière grandiloquente et conventionnelle. Chez d'autres, ce sont les portraits, les tableaux de fleurs ou de types régionaux qui sont les plus nombreux. La peinture officielle est donc une peinture dépendante, dont l'existence, le développement et les traits principaux sont bâtis sur l'importation de modèles européens. La critique mexicaine Raquel Tibol va jusqu'à qualifier de colonialisme culturel la situation qui oblige certains peintres à adopter les critères de style opérant à l'étranger. Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporanea, ed. Hermé, Mexico, 1969. Menacé par l'obligation d'enfermer ce qui est proprement mexicain dans les limites tracées par les tendances dominantes à Paris, Rome ou Madrid, écrit Raquel Tibol, certains artistes comme Ignacio Rosa 1880 à 1950, Ángel Zaraga 1886 à 1946 et d'autres se sont soumis et essayèrent d'imiter, ou dans le meilleur des cas d'assimiler les œuvres des artistes européens récemment consacrés. Colonialisme culturel dont le développement, les chutes et renaissances ont évolué parallèlement au colonialisme économique. Ce courant pro-européen n'empêche pas l'éclosion d'expressions autonomes et l'accélération, dans les premières années du XXe siècle, de la mort de la traditionnelle peinture académique. La peinture marginalisée de l'Académie est héritière du courant populaire, de la peinture de portrait et de nature morte qu'avaient représenté avec beaucoup de réussite environ 10 ans auparavant des artistes autodidactes comme José María Estrada. Le portrait correspondait à la demande. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.